Voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui, on propose une conférence sur ce qui est pour nous les 3 massages de base du praticien en massage bien-être, que sont le massage californien, le massage suédois et le massage deep tissu, puisqu'ils répondent selon notre, on va dire notre cartographie aux 3 premières dimensions du corps humain. Donc je vais définir ce que nous on appelle les 3 dimensions du corps humain, sachant que dans notre process dans notre process de développement de nos massages, on va vers une 4e dimension et vers une 5e dimension. Voilà. Donc les 3 premières dimensions sur lesquelles on travaille au travers du massage californien, suédois et deep tissu, c'est donc la première dimension, c'est ce que nous on va appeler l'horizontalité. C'est-à-dire qu'en fait, le massage californien va être superficiel. Donc, on rentrera un petit peu plus dans le détail après. C'est un massage qui va rester à fleur de peau, qui va rester en superficie et longer la peau et agir sur les capteurs sensoriels. Après, on aura la dimension, ce que l'on appelle la dimension verticale, c'est la pression. On va rentrer de l'extérieur vers l'intérieur, donc au travers des pressions, et aller agir sur le système neuromusculaire. Donc, on va aller chercher le muscle, le corps musculaire pour le mobiliser. Et puis, la 3e dimension, c'est ce que nous on a appelé la transversalité. Donc, la transversalité, c'est le fait d'aller bouger la matière, d'aller rentrer dans les tissus profonds, d'aller chercher la mobilité articulaire, d'aller chercher les points de pression dans les articulations pour aller libérer, relâcher. Et donc, on a un travail qui ne va plus être à la fois horizontal ou vertical, mais il va être à la fois les deux. Et on va même aller chercher entre les tissus et l'os, par exemple. On verra ensuite à la fin juste que tout ça, ça nous mène, ça c'est vraiment la base du massage bien-être, et que ceci nous mène, alors je crois que j'ai vu passer, voilà, c'est ce qui me semblait. Non, alors j'avais quelqu'un en salle d'attente. Cela va nous amener vers la 4e dimension, qui est pour nous ce qu'on appelle la libération ascendante, c'est-à-dire qu'on va aller chercher de la profondeur vers la superficie. C'est-à-dire que là où on a de la pression, là où on fait de la pression, on va aller chercher la dépression pour reconstruire les voies de circulation. Donc après avoir agi sur la structure, en superficie, vers le neuromusculaire, vers le deep tissu, vers les tissus profonds, on va aller reconstruire les voies de circulation pour drainer, pour détoxiner, pour détoxifier. Donc ce sera la 4e dimension qui arrive voilà, au-delà de ces 3 premières dimensions. Et la 5e, c'est ce que nous on a appelé énergie et vibration, c'est-à-dire qu'on va utiliser des circuits dérivés, qui sont les circuits énergétiques, sous toutes leurs formes. Hein. Ça peut être les zones réflexes en réflexologie, ça peut être les circuits énergétiques en shiatsu, en massage énergétique, ou les relations métamériques qu'on retrouve en ostéopathie. Donc voilà pour nos 5 dimensions. Et aujourd'hui, on va se consacrer donc aux 3 premières dimensions. Et on va commencer donc avec Jacques, qui va nous parler du massage californien. Voilà, monsieur Jacques, à toi, si tu peux te présenter. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, je m'appelle Jacques, je me présente, donc Jacques Escalin, kinésithérapeute et ostéopathe. Alors, on travaille avec Benjamin sur le développement de nos belles formations et ouverte à tout public et non pas que aux professionnels de santé, qui pour moi est une fierté. Comme il vous a présenté en préambule, le massage californien, le massage suédois et le deep tissu nous permettent d'agir et d'interagir sur 3 dimensions. La première, qui s'appelle donc le massage californien, a été développée à Esalen en Californie. C'est une ville qui est située, donc la Californie, sur la côte ouest des États-Unis, mais vraiment au milieu de la Californie. Esalen était un lieu de recherche sur l'individu où l'on étudie à la fois le corps et l'esprit. Il a été créé, ce centre, par le docteur Fritz Perls, qui était un psychiatre et qui élabore des thérapies pour résoudre les troubles émotionnels par des processus physiologiques et mécaniques.
Dans les années 60, donc est né le massage Essalem, qui était un massage psychocorporel destiné au travail sur soi et destiné également au travail en complément d'une thérapie. Un petit peu plus tard, Margaret Elke se forme à l'Institut Esalen et étudie la Gestalt thérapie. Gestalt vient de l'allemand gestalten qui signifie mettre en forme, donner une structure. La Gestalt thérapie s'inscrit dans le courant de la psychologie humaniste, existentielle et relationnelle. Elle vise à développer l'autonomie, la responsabilité et la créativité. Elle ne se limite pas à l'humain, comme vous le comprenez, mais à une visualisation, à une vision individualisée et s'intéresse aux interactions de l'individu avec son environnement personnel, professionnel, social. On est vraiment dans l'essence du massage et du soin holistique, où on prend en considération vraiment l'être humain à part entière. Margaret Elke a développé le côté physique de cette pratique en s'inspirant de massages suédois, de massages d'origine japonaise, de massages d'origine amérindienne. Et c'est à partir de ces recherches qu'elle synthétise plus d'une centaine de touchés différents qui deviendront le SGM, Sensitive Gestalt Massage. Cette technique SGM a été exportée en Europe à la fin des années 1970. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend le nom de massage californien. Et le massage californien s'est vraiment développé et a vraiment pris un essor dans les années 1980 en Europe. Son but et son existence, c'est vraiment l'approche du corps et de l'esprit. Le massé est éveillé à une conscience psychocorporelle. Il profite d'une profonde relaxation, bien sûr. Il se libère de ses émotions également. Ces techniques aident à mieux se connaître physiquement, mentalement, mais aussi à surmonter les traumatismes psychologiques de la vie moderne. Alors, les bienfaits du massage californien sont nombreux. Bien évidemment, le massage détend, le massage relaxe, le massage agit sur l'élasticité de la peau, sur l'amélioration de la circulation du sang, sur l'interprétation de l'intime, où on redéfinit les contours de notre corps. Et ce massage est fait de gestes doux, enveloppants, où on éveille la mémoire corporelle, on l'apaise. Et c'est vraiment son essence vraiment est décuplée lorsque on le rend complémentaire à des traitements psychothérapiques. On agit bien évidemment aussi sur la stimulation sensorielle, la relaxation musculaire et comme je vous ai dit, sur l'amélioration du drainage sous toutes ses formes. Le drainage veineux superficiel, le drainage veineux profond, bien évidemment le drainage lymphatique et par conséquent sur l'amélioration de la circulation en général. Normalement, ce massage va se pratiquer sur un corps nu, mais où seules les zones massées seront découvertes. Il est bien important et bien essentiel de respecter la pudeur et l'intimité du massé, que celui-ci ne se sente pas agressé. On va commencer le massage dans un premier temps couvert par une prise de contact où le masseur va faire le tour du corps avec des appuis successifs
sur un demi-corps dans un premier temps et dans un demi-corps dans un second temps. Dans un premier temps, il va aller par des appuis successifs de l'épaule, longer le dos, la colonne vertébrale, les fesses, les ischio-jambiers, la face postérieure de la cuisse, le mollet, arriver jusqu'au pied. Dans un deuxième temps, de l'épaule à nouveau, la face postérieure des bras, de l'avant-bras et de la main, et recommencer de l'autre côté. Ce n'est qu'ensuite, lorsqu'on aura fait cette prise de contact qui doit être avec un appui lent, lourd, mais surtout régulier, où on va ensuite donc découvrir le dos qui va être la première zone qui va être massée. Si possible, enduite d'huile chaude, c'est mieux pour éviter d'agresser, pour éviter de réveiller et de stresser. Les gestes du massage seront parfois doux, enveloppants. Ils seront parfois plus profonds. Et dans ce cas, ils seront donc plus lents et précis. Même si le massage californien est considéré comme un massage superficiel, surtout moins profond que le massage suédois ou que le deep tissue, il va s'attarder, si besoin, sur les zones de tension. La définition de Margaret Elke par rapport au massage, c'était que le massage californien est le toucher du cœur. Le massage californien est une chorégraphie. C'est plus qu'un protocole. Le massage californien, il est fait de pression glissée légère, plus profonde, de manœuvres de pétrissage, pétrissage torsion, pétrissage twist, des manœuvres de ponçage, de sciage, des manœuvres en petit jet d'eau, en grand jet d'eau, des manœuvres des manœuvres de drainage, pardon, des manœuvres d'étirement. Alors bien sûr et bien évidemment, un cadre technique que l'on va appeler protocole massage californien est essentiel à la pratique de ce massage pour avoir un fil rouge, pour avoir une trame. Mais l'interaction entre le masseur et le massé, la synchronisation du corps du massé avec le masseur et ce que le masseur ressent fait que aucun massage ne seront identiques. L'attention particulière du masseur est de répondre aux besoins du massé au moment où il le touche. Et ça, c'est essentiel. Les organes essentiels dans cette approche du massage californien qui se veut un massage superficiel, c'est son action essentielle sur la peau. La peau est l'organe le plus grand. Il mesure jusqu'à 2,5 mètres carrés. Il est également le plus lourd. Il peut peser jusqu'à 4 kg, 4,5 kg. L'organe le plus grand est donc le plus lourd de notre corps. Sa texture, sa douceur, sa couleur, sa chaleur, sa sécheresse en font un organe exceptionnel. Et n'oubliez pas que la peau est le premier organe relationnel. On ne peut toucher sans être touché. Et on parlera tout à l'heure, on évoquera tout à l'heure les récepteurs tactiles sensoriels qui sont fonctionnels dès la 7e semaine de gestation. La peau est un révélateur social. Elle révèle notre âge, notre appartenance ethnique, notre personnalité. Elle fait partie de notre image. Elle est à l'image de notre conscient et même de notre inconscient. Le stress, l'anxiété vont être évoqués. On risque d'avoir des maladies de peau, des eczémas, des psoriasis en réaction. En fonction de sa couleur, elle est plus épaisse ou plus fragile, plus sensible au chaud, plus sensible au froid, aux agressions extérieures. C'est
dans notre corps humain la première barrière, le premier rempart entre le monde extérieur et le monde intérieur qu'elle protège. C'est le premier évocateur de la défense immunitaire de notre corps. Elle est également une tapisserie qui raconte nos histoires. C'est notre premier vêtement, tissé, capable d'évoquer notre personnalité, notre culture, notre vie, au travers des rides, au travers des cicatrices. Elle change et elle évolue de la naissance jusqu'à la fin de notre vie. Elle est aussi un organe intelligent qui réagit à la nourriture, à l'émotionnel, et l'exprime par différentes éruptions ou colorations. Elle exprime la conscience de soi. On touche et on est touché en même temps. La rencontre de deux dimensions qui, grâce au toucher, nous montrent que nous sommes quelqu'un, que nous existons. Dans le toucher subtil, dans le toucher du cœur, on peut même se demander qui touche ou qui est touché. Et c'est dans cette philosophie que le masseur californien va essayer d'interagir avec le massé. Il va d'abord écouter, entrer en relation avec le massé, et le massé, par ses réactions, par son relâchement, par ses mimiques, va entrer en relation avec le masseur. Le masseur va alors découvrir des endroits plus chauds, des endroits plus tendus, des endroits plus contractés, des endroits qui vont faire que le massé va avoir une réaction de défense, une réaction de surprise, et ainsi le masseur va adapter son massage. Et le masseur va essayer de connecter le corps et l'esprit. Mais en France, c'est quand même relativement compliqué. On se méfie encore souvent du courant de pensée du corps. Ça a été très longtemps le toucher un tabou. Ça a été la religion, le christianisme a longtemps considéré le corps comme quelque chose de mauvais qui empêchait une réelle élévation de l'esprit et de l'âme. Et bien évidemment, il faut essayer, au-delà de ça, de faire tomber ces barrières, de donner la confiance, de rentrer en synchronisation avec notre massé pour qu'il arrive à se libérer, à se détendre, à exprimer ses émotions. Aujourd'hui, nous savons que le corps et l'esprit sont intimement liés. Diderot et Rousseau ont réhabilité le corps en montrant à quel point l'homme est sensible et que son équilibre identitaire est composé de ressentis corporels et émotionnels. Le corps est doté d'une intelligence. Le cerveau fait partie intégrante de ce corps. Les deux sont interconnectés. Les organes envoient des messages au cerveau. Il les interprète. Il y répond de la façon la plus appropriée dans la mesure où l'émotionnel, donc le stress, l'anxiété, les angoisses, ne viennent pas modifier cette interaction. Le but est de chasser tous ces stress, ces anxiétés, ces angoisses pour qu'il y ait une relation vraiment privilégiée entre l'information et la réception de l'information et la réponse juste à donner. Alors, les chemins de la connexion entre le corps et l'esprit, aujourd'hui, nous en avons 4 qui sont essentiels, qui sont les corpuscules de Meissner, qui sont situés dans les couches superficielles de la peau et qui répondent à des dépressions minimes, à des vibrations lentes. Le second sont les disques de Merkel, qui sont situés dans les couches superficielles de la peau et qui répondent à une pression légère, permettant la discrimination statique des formes, des bords ou des textures.
Le troisième est le corpuscule de Pacini, qui lui est situé dans les couches plus profondes de la peau, dans les tissus sous-cutanés. Il répond aux stimuli mobiles et aux vibrations rapides. Et enfin, les corpuscules de Ruffini, eux, sont situés dans les couches les plus profondes de la peau, dans les tissus sous-cutanés, dans les capsules articulaires. Et ils sont sensibles aux étirements persistants. Donc, au travers de ces 4 connexions mécaniques que nous avons à l'intérieur de notre peau et au plus loin, les corpuscules de Meiner et les disques de Merkel sont les 2 premiers qui vont venir intéresser le massage californien. La vibration lente, le toucher subtil, le toucher du cœur. Les disques de Merkel, eux, répondent à une pression légère qui permet d'aller un petit peu plus dans l'intime et de nous rapprocher, nous le verrons un petit peu plus loin, du fascia. Et on en parlera tout à l'heure, le fascia. Le cerveau, selon l'état psychologique du moment, la vie, le travail, la vie sociale, les enfants génèrent un état de colère, un état de stress exacerbé, de révolte ou de tranquillité, de quiétude, de plaisir, d'amour et de joie. Et tous les mécanorécepteurs, toute l'activité de massage, toute l'activité d'apaisement nous permettra de déprogrammer, dans un premier temps de la vie quotidienne et de reprogrammer la personne vers un monde meilleur, un monde surtout plus serein. Et c'est après qu'on peut aller dans une étape un petit peu plus lointaine, dans une étape un petit peu plus profonde, dans la deuxième dimension que Benjamin va nous exprimer au travers du massage suédois. À toi, Benjamin. Ok, merci Jacques. Est-ce que vous avez des questions sur le massage californien? Des choses à dire, des commentaires, des… Ouais, j'ai une question. Quand Jacques il disait qu'on s'adaptait donc au massé quand il y avait des zones de tension, est-ce que ça veut dire qu'on peut adapter la pression pour une pression plus forte, ou est-ce qu'on doit quand même rester, je veux dire, on insiste plus longtemps ou on insiste plus profondément? Dans le massage californien, on va agir et interagir avec, oui, la longueur de la mobilisation, du ponçage avec les pouces, de la paume de la main. Mais cela ne nous interdit pas non plus d'aller un petit peu plus dans la profondeur. Je crois qu'aujourd'hui, notre vœu est d'arriver à former des gens qui ont un bagage technique pour essayer de répondre au mieux aux besoins du massé. Donc, une personne qui a une contracture, on est bien évidemment parti sur un contexte et sur on va dire, un massage californien qui se veut doux. Mais si on a une contracture, je crois que l'essence ultime et la qualité ultime de notre massage, on utilise d'autres techniques. OK, pas de souci. On va utiliser peut-être du deep tissue. On va peut-être utiliser du ponçage. On va peut-être utiliser du massage suédois. Mais juste pour cette contracture, on va intégrer d'autres techniques pour essayer de détendre, pour essayer d'améliorer, et puis après, on va revenir au massage initial pour lequel la personne était venue. Donc, on peut jouer sur les deux. On peut jouer sur la quantité de mobilisation à cet endroit-là et également sur la profondeur de ce que l'on veut rechercher. Ok, merci. Avec plaisir. Bien. Voilà, donc là, on a vu le massage californien, et puis on va passer dans une autre philosophie, puisqu'on va passer au massage suédois. Et là, on va voir que dans le cheminement et dans la structuration de la technique, on est vraiment sur une approche différente. Alors, le massage suédois, il est antérieur au massage californien. On le voit là après, puisque nous, on part dans notre logique de la peau, de la superficie vers la profondeur.
Mais d'un point de vue historique et dans la construction des protocoles, le massage suédois, lui, date de 1900, là où le californien date de 1960, donc il est antérieur. Il a été élaboré par un médecin suédois qui s'appelle donc Per Henrik Ling. Je vais passer juste, hop, voilà. Et qui était un médecin reconnu pour sa pratique de la gymnastique, d'abord. Lui, il était sur la gymnastique dite, qu'on appelle la gymnastique suédoise, enseignée dans son école donc, de Stockholm, de 1814 à 1836. Alors, je vais vous mettre en partage d'écran. Chouette. Continuer sur notre petit… Voilà. Des images. Chouette. Ouais. Hop. Voilà. Donc, on a notre docteur Per Henrik Ling, donc, qui a créé sa gymnastique suédoise. Et donc, il élabore sa technique à partir donc, de ses connaissances en anatomie, en physiologie, et puis des concepts d'éducation physique des peuples nordiques et de son mouvement en tant qu'escrimeur. Donc, il est maître escrimeur et il étudie il va étudier les techniques des massages ancestraux. Et donc, il va faire un cumul de toutes ces connaissances. On n'est déjà pas trop dans l'approche psychosensorielle, mais on est vraiment dans l'approche structurelle, dans le mouvement, dans la biomécanique articulaire. Et le massage suédois sera reconnu en 1900. Hein, donc, lui, il va être reconnu grâce au travail de son fils et à la rencontre avec un médecin britannique qui s'appelle Matthias Roth, qui publie le premier livre des fondements de la méthode donc en 1900. Donc, ce n'est pas lui qui va introduire la notion de massage. Donc, Per Henrik Ling, lui, il travaille sur la relation physique et mentale et son influence sur le bien-être. Et il n'a jamais défendu le massage comme thérapie. C'est ces théories qui ont été modelées, perfectionnées et qui servent aujourd'hui de base à la plupart des thérapeutes physiques, comme l'aérobie, les exercices cardiovasculaires, la gymnastique de développement physique. Et ses descendants, c'est son fils et puis les gens qu'il a rencontrés, qui ont développé la partie, l'esprit massage autour de cette technique. On va retrouver entre son massage et les techniques, enfin entre ces techniques de mobilité et les massages, des terminologies qui ont permis d'élaborer à partir de sa technique la forme de massage qu'on appelle le massage suédois. Alors, pour faire un peu l'histoire de Per Henrik Ling, donc ce médecin, il a beaucoup voyagé, il passe son temps sur des bateaux danois, et c'est là qu'il va découvrir l'escrime et se révéler plutôt doué. Et on va lui proposer d'enseigner l'escrime à l'université d'Uppsala en Suède. Donc c'est d'abord quand même c'est l'ancêtre du coach sportif, hein. Il est plutôt dans le mouvement. Per Henrik Ling, il développe une maladie qui est douloureuse, une maladie douloureuse des articulations. Et donc, il va travailler il va se discipliner et il va continuer l'escrime et son problème d'articulation va se dissiper. Donc, lui, il va faire le lien et attribuer sa guérison à ses entraînements réguliers. Et il se met alors à étudier l'influence de l'exercice sur la santé. Il surnomme le résultat de son étude la gymnastique militaire. Donc, lui, il va travailler autour de ce concept. Il va appeler ça donc, la gymnastique militaire basée sur la discipline et la régularité des entraînements. Il va être nommé directeur d'un institut, du nouvel Institut central des gymnastiques, qui est destiné en premier lieu aux entraînements militaires. Donc, les exercices servaient d'entraînement. Et de là, il découvre déjà que tous les exercices qui entraînent une extension des articulations, il va s'intéresser à ces exercices qui provoquent des extensions d'articulation. Il se rend compte que ces exercices vont renforcer les articulations. Et c'est là-dessus qu'il va baser toute son étude et baser son travail sur la gymnastique militaire. Et la gymnastique militaire deviendra la base de la gymnastique médicale qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. T'as pas dit de bêtises, tout va bien. Ok. Alors, donc, au final, quand on prend un peu l'historique du personnage, on se rend compte qu'il est plus proche du coach sportif et donc avec sa gymnastique militaire qui deviendra la base de la gymnastique médicale que du kinésithérapeute qu'on connaît aujourd'hui au départ.
Et il réfléchit à la relation entre physique et mental. Et c'est ce qui va être à la base donc, du massage suédois. Alors, de nos jours, ensuite, enfin voilà, de nos jours, après le travail de Per Henrikling, on va développer le massage suédois qui va devenir un groupement de techniques, de manœuvres, dans lequel on va retrouver l'effleurage. L'effleurage qui est donc utilisé comme un balayage long et glissant. Donc, il va servir à la prise de contact, un premier travail de vascularisation, puisqu'on va créer de l'échauffement, on va ramener du sang dans les tissus, donc de l'oxygène, des nutriments. Le pétrissage, avec des pressions, torsions et soulèvements des muscles. Donc, on est dans la mobilisation articulaire. C'est ce qui va commencer à faire la différence avec le massage californien qu'on a vu juste avant. C'est que là, on est dans la mobilisation du muscle. On est dans la pression, la torsion, le soulèvement. On va intégrer des frictions, donc des frottements en mouvement ferme, profond et circulaire. Donc, ils vont vraiment avoir cette vocation d'une manière structurelle à ramener de l'oxygène, des nutriments dans les muscles et dans les tissus autour de la zone de frottement, de la zone de massage. On va intégrer les tapotements, donc tout ce qui va consister à venir tapoter sur la peau pour activer, pour masser et écraser, dynamiser le muscle. Donc, on a les tapotements dynamiques, simultanés ou alternatifs, donc avec 2 mains ou en main alternée. Vous avez ensuite les percussions. On va intégrer tout ce qui est percussion, qu'elles soient médiates ou immédiates. Donc, percussions qui vont être en lien directement sur la peau. On va venir taper, créer une vibration dans le corps, ou des percussions avec l'intermédiaire d'une autre main. On va percuter la main qui va propager l'onde de choc dans le corps. On va intégrer les vibrations. Donc, vibrations pour secouer et faire vibrer des muscles spécifiques, autant sur le plan horizontal que vertical. Et puis, on va intégrer une partie importante qui va vraiment créer la différence de ce massage par rapport au massage californien. On va intégrer la mobilisation articulaire, qui est passive, qui est douce, dans des amplitudes non douloureuses. Elles améliorent la souplesse des éléments constituant les articulations. Donc, on va travailler sur les capsules, les ligaments, les tendons, l'étirement musculaire. Voilà. Donc, ces techniques, elles sont développées donc, dans la continuité du processus. Il y avait Per Henrikling, ensuite son fils. Ensuite, on a alors je ne retiens pas son nom, c'est le docteur Johann Georg Metzer, qui va, lui, intégrer toutes ces techniques de tapotement, percussion, vibration, mobilité articulaire, qui va structurer, en fait, ces techniques. Voilà. Et c'est ce qui va devenir le massage suédois qu'on connaît aujourd'hui avec tout ce panel de techniques. Alors, oui, j'ai inversé, mais ok, vous l'aviez là. Donc, le massage suédois, il va agir, c'est simple, il agit à peu près sur tous les systèmes. Donc, évidemment, le premier travail qu'il va avoir, ça va être sur le système musculo-squelettique. Donc, il va travailler sur la souplesse et il va débloquer les tensions neuromusculaires. Il va améliorer la coordination motrice. Il va travailler sur la proprioception, d'accord, sur la relation entre l'information qui passe donc c'est tout le schéma neuromusculaire, ce qu'on appelle le neuromusculaire, et il va stimuler les muscles faibles ou flasques. Ceci va augmenter la mobilité des articulations et diminuer l'espace. Donc, on a une action directe sur le muscle. Quand on fait du massage suédois, c'est le premier travail. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le massage préféré en général des sportifs, parce qu'on a cette action sur le corps direct, sur le corps musculaire, qui va réagir en post-entraînement ou en préparation physique. On va avoir, alors oui, sur les phases d'entraînement, par exemple, on sait que la récupération musculaire est accélérée en phase d'entraînement de compétition de plus de 30% grâce au massage suédois. On va avoir une action sur le système circulatoire, puisqu'on a dit qu'on avait des frictions, on avait du pétrissage, des techniques qui vont augmenter, qui vont faire augmenter la circulation du sang et la circulation lymphatique. Donc, en agissant sur la circulation sanguine, on va améliorer la nutrition du muscle, on va amener du nutriment, on va amener de l'oxygène.
et par la stimulation du système lymphatique, on va on va améliorer l'élimination des toxines et des déchets organiques et on va augmenter les défenses immunitaires, puisque par le travail des ganglions lymphatiques, on va avoir une activation des lymphocytes. On a une action sur le système digestif, puisqu'on se rend compte, ça c'est les études, hein, c'est toutes les études du massage suédois, sur le massage suédois, qui ont constaté qu'il y avait une régulation de l'appétit, ça favorise l'assimilation des nutriments, on diminue le temps de transit intestinal et les risques de constipation. Alors, si je ne dis pas de bêtises, sur cette étude-là, il y avait aussi des prises de médicaments joints et ça ne supprimait pas les médicaments, par contre, ça faisait réduire considérablement, ça améliorait l'élimination et l'évacuation. Il stimule l'activité hépatique. On aura sur le système respiratoire et urinaire, puisqu'on va avoir, alors, chose assez surprenante, si le massage californien agit sur est vraiment psychosensoriel et vise à apaiser, je dirais, l'esprit et le corps, on s'est rendu compte que c'était le massage suédois qui avait le plus d'impact pour désactiver l'orthosympathique. Donc, le fait de percuter, de faire vibrer, d'aller en profondeur, en fait, on va réussir à aller désactiver la partie du système nerveux autonome orthosympathique, qui est celui qui réagit aux stimuli nocifs, à tous les stimuli externes et donc au stress. Donc, le fait d'avoir un apaisement du système nerveux, et ben, du coup, on va avoir une amplitude respiratoire, le corps va s'apaiser, donc on va mieux respirer, on va se calmer et augmenter l'amplitude respiratoire et la ventilation pulmonaire. On a au niveau de d'URS, donc au niveau des mictions, ben, il y a une amélioration également du fonctionnement de la vessie et le corps détoxine et libère mieux, va mieux détoxiner. Sur le système nerveux, donc c'est ce que je disais, on a un effet sur le système nerveux avec plusieurs effets réflexes qui sont observés, comme la baisse du taux de cortisol, puisqu'on agit sur l'orthosympathique, on arrive à faire baisser de la même manière que pour la cohérence cardiaque, on a une baisse d'à peu près 20% des cortisols. Une diminution des engourdissements et des douleurs irradiées, donc les douleurs satellites. Quand on a un foyer de douleur, et ben on a des douleurs parfois qui sont, on a donc une douleur primaire, et ben sur les extensions, de manière éloignée de la douleur primaire, on va avoir des douleurs secondaires ou satellites, et ben on va arriver à améliorer ces douleurs secondaires, à apaiser, à réduire ces douleurs secondaires. On a une baisse de la fatigue et amélioration de la récupération musculaire, ce qu'on a vu tout à l'heure sur les effets musculo-squelettiques. Voilà, sur les effets, c'est déjà pas mal. Et on a un effet autre qui est celui donc de la cellulite et de la peau, puisqu'on a vu qu'on agissait également sur les circuits lymphatiques, avec une élimination des toxines. On réduit les accumulations indésirables de déchets et l'élasticité de la peau, des muscles et des fascias, ce qu'on verra juste après pour le deep tissu. Et puis sur la peau, bah, évidemment, on a les mêmes effets par les effets de friction, avec une amélioration de la circulation, une augmentation de l'irrigation des plans superficiels, augmentation des glandes sudoripares et sébacées. La peau est plus souple, propre, décongestionnée, nourrie, hydratée et élastique. Voilà, donc on a des effets qui sont plutôt structurels. Donc on est vraiment dans le travail de la structure. Donc quand on a fait son massage californien, on a apaisé le corps. Quand on passe dans le massage suédois, on va détendre, on va relâcher, on va mobiliser, on va vraiment travailler sur la structure. Moi, il y a un principe que j'aime beaucoup qui est celui de l'ostéopathie, qui dit la structure gouverne la fonction. Et bien là, on rentre vraiment dans la structure, ce qui va permettre d'équilibrer, en équilibrant les systèmes structurels, et bien on va améliorer le fonctionnement du corps. Voilà ce qu'on peut dire sur le massage suédois. Alors, si vous avez des questions, moi et Jacques d'ailleurs, nous sommes à votre écoute. J'ai été clair? Ça a été? Oui, ouais. C'était bien. Merci. Grave. Ça donne envie en tout cas.
Est-ce que ça va, l'évolution comme ça de la peau, du système, je dirais, de la superficie? On est maintenant dans le neuromusculaire, donc on voit vraiment l'intérêt et pourquoi nous, on a cette approche de dire on va mélanger les techniques parce qu'on part du californien pour apaiser l'esprit, apaiser les tensions, et puis on rentre dans le neuromusculaire pour aller chercher le travail du muscle, de la structure, la mobilisation de l'articulation. Et puis, bon, donc, si vous n'avez pas de questions particulières, on passe derrière au plan le plus profond, c'est-à-dire qu'on a apaisé, on a commencé à travailler, on a détendu la peau, on a détendu le muscle, et puis après, ben, on va rentrer dedans, on va rentrer à l'intérieur avec le massage deep tissu. Et je redonne la parole donc à Jacques. C'est moi. Tu as 10 Alors, minutes. Comment? Tu as 10 minutes. Et moi, j'ai pas 10 minutes, j'en ai plus que 8 parce que toi, tu en as encore 2 derrière. Alors, le deep tissu, la troisième dimension, comme il a dit Benjamin. Le deep tissu a été, on va dire, dans les écrits retrouvés chez les Grecs et chez les Égyptiens. À la fin du 19e siècle, au Canada et aux États-Unis, on a retrouvé le docteur canadien Terence Femer qui a écrit un ouvrage qui a servi de guide pratique à de nombreux masseurs. Cet ouvrage s'appelait Your Invisible Bones. Elle affirme avoir utilisé des massages des tissus profonds pour, entre guillemets, guérir la paralysie des jambes d'un de ses patients. Et ce livre, Your Invisible Bones, décrit son expérience. Et cette expérience et ce résultat qui a été quand même assez fantastique par cette technique de massage au plus proche des articulations, des insertions musculaires, neuromusculaires, lui a permis d'ouvrir sa clinique en 1949. Le massage suédois ou le massage californien vont servir de canevas. Tout à l'heure, la question qu'on nous a posée, c'était lorsque l'on rencontre une contracture ou quelque chose qui est dur à faire relâcher compagnie, est-ce que l'on peut utiliser d'autres techniques? Est-ce qu'on peut utiliser un petit peu plus de profondeur ou contourner le problème, aller un petit peu en dessous ou latéralement? Le deep tissu est un ensemble de techniques au service du massage californien ou du massage suédois. On va utiliser le deep tissu avec le massage californien sur des personnes qui sont, entre guillemets, moins à la recherche de la performance physique. Sur des personnes qui auront aussi besoin de se relâcher parce que le stress de la vie quotidienne, parce qu'on court tout le temps à droite, à gauche, on bouffe mal, etc., etc., on est stressé et compagnie. Le massage suédois et le deep tissu vont être plus privilégiés à un public qui aime le massage en profondeur et un petit peu costaud, mais aussi et surtout aux gens qui sont sportifs. La définition du sportif, je ne vais pas vous en faire un flanc, hein, c'est le sportif, des fois c'est la petite dame qui avec son déambulateur va au bout du couloir, comme le gars qui fait de l'Ironman. À nous d'adapter la qualité du service musculaire, neuromusculaire, physiologique. Tout à l'heure, on parlait de muscles flasques, de flux, de muscles spastiques, de muscles contractés, de muscles contracturés. Le deep tissu apporte une certaine réponse sur la relaxation, la libération des tensions musculaires, la libération des douleurs musculaires chroniques, améliore la posture, permet de retrouver la liberté du mouvement. Dans le massage suédois, on a parlé de mobilisation articulaire. Un muscle qui va respirer sur toute la longueur de sa possibilité va permettre d'avoir une action positive sur l'amplitude articulaire de l'articulation qu'il va ponter.
Parce que je vous rappelle que nous sommes une charpente faite d'os. L'union de deux os s'appelle une articulation et l'existence des muscles est de faire bouger nos articulations. S'il y a des toxines, des déchets, ce qu'on appelle des points myofasciaux, des trigger points, des points de contracture, que ce soit des points myofasciaux, trigger points, c'est le même terme, hein, mais qu'ils soient sur un endroit ou qu'ils soient avec une douleur irradiée à distance, nous devrons travailler afin d'éliminer le stress du corps par des pressions fermes douces sur le local, mais aussi sur la distance pour permettre le relâchement de la pression, quel que soit l'outil que nous allons utiliser. Ça peut être un pouce, ça peut être une gâchette, ça peut être un poing, ça peut être la pointe du coude, ça peut être des crochets, des bâtons, des ventouses. Tous ces outils que nous aurons pour essayer de traiter une contracture musculaire, une douleur musculaire, une contracture, une courbature. Même si parfois le massage contourne les corps musculaires, les tendons, les ligaments, ce massage relâche les tensions, diminue les douleurs inflammatoires, rééquilibre les chaînes musculaires, rétablit les voies de circulation neuromusculaire, si importante à l'équilibre physiologique des chaînes musculaires au travers des fascias. Le fascia, je vais vous en parler 3 secondes et demie. C'est ni plus ni moins à l'origine de la fécondation in vivo, une enveloppe de muscles, une enveloppe d'organes. Les fascias vont venir servir de berceau aux organes internes. Ils auront une interaction du petit orteil à l'apex, au sommet. Le but du deep tissue est de travailler au réalignement en profondeur des couches musculaires, des tissus conjonctifs. Alors bien évidemment, après un massage de ce type-là, on risque d'avoir des courbatures, 24 heures, 48 heures, 72 heures. Mais les pathologies chroniques, arthritiques, arthrosiques, neurologiques sont vraiment, en ressentent vraiment les bienfaits. Autre bienfait sur la structure et la posture de notre corps. Bien évidemment, le massage suédois, le massage californien, plus les techniques de deep tissue vont soulager les maux de dos, relâcher les tensions. Les maux de dos, donc, ce seront les déviations latérales de la colonne vertébrale qu'on appelle les scolioses. Le bossu de Notre-Dame, de temps en temps aussi, il risquait d'avoir mal alors qu'il voulait regarder Esmeralda. Et le mal de notre siècle, la lombalgie chronique, plus ou moins aggravé de problèmes discaux intervertébraux avec des sciatiques, hernies discales ou autres. Le massage va rendre les muscles plus souples, plus élastiques. Il va permettre d'avoir moins de compression articulaire, d'avoir une meilleure élasticité musculaire, une meilleure course musculaire. Ainsi, améliorer cette mobilité, mais surtout son équilibre et sa coordination. Autre bienfait, il va apaiser, il va soulager la douleur, il va améliorer le sommeil, augmenter la capacité respiratoire, vous l'aurez compris au travers de ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure sur le massage suédois. Il va améliorer la circulation sanguine, lymphatique, favorisant une meilleure oxygénation, une meilleure élimination des déchets. Et bien évidemment aussi favoriser la digestion, le transit intestinal, on en a parlé tout à l'heure. Il va aussi améliorer la santé et la qualité de la peau. Lorsque nous serons en présence de contractures, de courbatures, d'induration, nous aurons une peau qui sera un petit peu plus flétrie, un peu plus sèche, un petit peu plus rougeoyante.
avec une granulosité. Donc, bien évidemment, lorsque nous allons masser notre patient, notre client, notre massé, il va de temps en temps réagir, il va de temps en temps sursauter parce qu'on est sur une zone douloureuse que l'on va appeler un point myofacial, qui pourra être un point myofacial satellite, c'est-à-dire à distance d'une contracture générée par un déséquilibre musculaire, un déséquilibre neuromusculaire. Mais aussi, le massage va développer la conscience de notre corps, va favoriser l'éveil au sens du toucher, aiguiser les perceptions, permettre de mieux connaître notre corps et d'appréhender, pour le sportif qui en est l'essence, un sportif qui va avoir une contracture, qui va se sentir fatigué, qui va se sentir, là j'ai une tension, mais il faut peut-être que j'aille me faire masser, que j'aille me faire mobiliser, que j'aille voir mon ostéopathe ou mon masseur, que je réduise ma quantité d'entraînement ou que je modifie un des facteurs prépondérants du muscle, c'est l'alimentation. L'alimentation du massé, l'alimentation du sportif, c'est l'essence issue de la digestion qui va servir à l'alimentation de la cellule musculaire et également de toutes les cellules de notre corps. Son action à ce massage est essentielle sur la réorganisation des chaînes musculaires, l'organisation spatiale des fascias de notre corps. Il améliore la réactivité neuromusculaire, la proprioception, la coordination, la pensée positive face à la performance. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la performance, c'est peut-être aussi la petite mamie qui, avec son déambulateur, va de son fauteuil à la table pour aller manger. Comme le gars qui va faire un Ironman ou qui va faire un 100 mètres ou qui va faire des postures de yoga en veux-tu, en voilà. C'est un vecteur important de la performance, de l'endurance. Il permet de développer le potentiel d'action musculo-squelettique. Benjamin, la 4e dimension, c'est pour toi. Voilà, je réactive le micro, j'arrête. Donc, on va, vu l'heure qu'il est, de toute façon, on ne va pas trop rentrer dans le détail de la 4e, puisqu'on était basé sur les 3 là. Est-ce que sur cette 3e dimension, donc vous l'aurez compris, ce que nous, on intègre dans les 3 dimensions, c'est vraiment l'aspect structurel. C'est-à-dire qu'on est parti de l'aspect psychosensoriel, de l'aspect superficiel, avec un travail des capteurs sensoriels, vers un travail de en profondeur, donc dans les points myofasciaux, je vais y arriver. Myofasciaux. C'est dur à dire. Les trigger points, c'est plus simple. Et donc, on a un travail qui va aller vraiment du plus superficiel au plus profond. Pour nous, c'est la base. C'est-à-dire que ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'aller ensuite un petit peu plus loin dans le travail. C'est-à-dire que là, on a détendu le corps. Là, la personne, on l'a accueilli en californien, on l'a détendu en neuromusculaire avec le suédois. On a été lever les tensions là où il y en avait grâce au deep tissu. On a été lever les adhérences. On a activé, donc on a eu, et là on a vu qu'on avait déjà des effets qui étaient assez spectaculaires. On est déjà dans un travail global du corps, mais sur des zones localisées. On cherchait à travailler sur des parties où il y avait une tension, il y avait quelque chose. Mais dans toute cette dimension-là, on est dans des dimensions de pression. On travaille vraiment je dirais dans le sens de entre guillemets, de la gravité. On a le pouce, on le pose sur la peau et on va rentrer. Donc, on va travailler la paume de la main avec la paume, les doigts, le pouce, les coudes, ce qu'on veut. Mais on va vraiment aller du plus superficiel au plus profond. La 4e dimension, c'est celle que nous, on va appeler libération ascendante parce qu'on va essayer d'inverser. On imagine un tunnel du fait du temps qui passe, qui s'effondre, qui s'effrite, qui s'écrase. Et ben nous, on va venir par des systèmes donc de manière par des outils, on va venir tirer sur la peau pour avoir l'effet inverse. On va faire remonter on va ériger cette base. Ce tunnel qui s'est effondré, on va le prendre et le tirer pour ouvrir les voies de circulation, les voies sanguines, les voies lymphatiques. On va les rouvrir pour libérer les adhérences, libérer les points de tension
et permettre à tous les systèmes de fonctionner correctement. Donc, on va travailler avec des ventouses. On va retrouver le palpé roulé, par exemple, aussi, qui consiste à aller pincer pour aller chercher à l'intérieur. On va aller chercher des outils ou des techniques qui vont nous permettre d'avoir cet effet inversé. On va sortir les toxines de l'extérieur, du plus profond, on va les faire remonter. On va aller agir là directement, par exemple, avec la DLCE, le drainage lymphatique cellulaire énergétique qu'a développé Jacques. On va aller chercher, on va partir donc vraiment des capillaires lymphatiques pour aller chercher le liquide interstitiel où il y a les toxines au niveau des cellules, pour le ramener dans les circuits lymphatiques, le faire remonter par les ganglions lymphatiques et donc activer par les lymphocytes les systèmes de défense, le faire repasser dans les veines subclavières pour aller drainer toutes les toxines qu'il y a dans le corps. Et on va essayer d'aller chercher au plus profond, directement des cellules vers l'extérieur. On va essayer d'évacuer. C'est pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce schéma de progression? Oui. Juste une petite précision, c'est vraiment un outil de reconstruction, la 4e dimension. Et c'est toutes les techniques complémentaires. Et puis, quand on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à travailler sur un système qui va être où on va passer de la localisation à la globalité. C'est tous les systèmes énergétiques, où là, on va avoir le même effet, mais de manière induite. On va avoir un effet induit qui consiste à ne plus travailler sur là où est la tension, la douleur, là où est la lésion, mais d'aller travailler sur des réseaux annexes qui permettent d'avoir le même résultat. Vous avez un problème de gros intestin en énergétique, alors c'est de la grande généralité, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais le plus connu, vous avez le point GI4, et puis vous allez travailler gros intestin 4 pour traiter les migraines au niveau de la tête, ou les problèmes au niveau du gros intestin. Vous allez utiliser des points qui vont avoir une action globale et qui vont permettre de manière dérivée d'aller travailler sur des zones où on n'a pas forcément accès. On parlera de relations métamériques en ostéopathie. C'est donc mettre en relation, par exemple, les vertèbres et les organes. Mettre en relation les zones réflexes en réflexologie plantaire. On va travailler sur le pied pour aller activer les reins, pour aller activer toutes les parties du corps pour apaiser le corps dans sa globalité. On considère que sous le pied, il y a tout le corps humain. Dans l'oreille, l'auriculothérapie, vous avez dans l'oreille, le pied, vous avez tout le corps humain qui est intégré. Donc, on va utiliser des systèmes dérivés et c'est ce que nous, c'est notre objectif. C'est-à-dire que quand on travaille dans le massage, l'objectif, c'est vraiment d'aller sur la partie. Et c'est d'où l'importance de suivre ce cheminement-là et d'avoir je dirais, des techniques complémentaires, que ce soit celle-là ou d'autres. Hein, je ne vends pas que nos techniques, hein, mais avoir des techniques qui permettent de travailler sur la superficialité, d'aller en profondeur sur le neuromusculaire, sur les deep tissus, d'aller sur le drainage lymphatique, et d'aller jusqu'à l'énergétique, parce que ça va permettre d'avoir une action globale et d'avoir une action complète et d'être dans cette vision holistique que nous, on a en qualité de praticien en massage bien-être. Ce qui va nous différencier d'autres professions et des professions de santé, c'est que nous, on n'a pas à travailler sur un segment. On n'est pas là pour traiter, pour soigner, comme voilà, il y a toute la terminologie. On n'est pas là pour nous occuper des problèmes de santé spécifiques. On travaille dans la globalité. À la dernière conférence, on établissait que le mot bien-être, c'était 6 états, c'était l'équilibre entre les 6 états qui sont émotionnels, il y avait intellectuels, professionnels, sociaux, enfin c'était les aspects, ouais. Qu'est-ce qui me manque? Il y avait aussi je trouve plus le nom, enfin pas l'aspect religieux, mais spirituel, la spiritualité. Enfin, voilà, il y avait 6 aspects et le bien-être vise à réguler et à équilibrer tous ces aspects. Et nous, au travers du massage, on doit pouvoir, par la pression, agir sur tous les systèmes, dans la globalité. Et par contre, ce qui n'est pas à négliger, c'est qu'on a vu au travers déjà de ces 3 premières techniques que d'un point de vue structurel, on agissait sur tous les systèmes du corps humain et sur tous les aspects structurels. Voilà. Et j'espère que c'est le message qu'on a réussi à vous passer. Est-ce que vous avez des questions sur ce cheminement? Ouais, justement, quand tu dis que la 4e dimension, c'est une phase de reconstruction, etc. Donc, ça s'inscrit dans un massage où il y a déjà eu des pressions et ensuite, on va passer sur cette phase de reconstruction et de... C'est ça? Tout à fait.
Alors, les problèmes que l'on rencontre la plupart du temps et qui ne sont pas évoqués souvent dans des massages, la reconstruction avec, comme a dit Benjamin, les techniques de palpé roulé, on prend des objets contendants comme les ventouses, que ce soit des ventouses silicone ou des ventouses polycarbonate, les techniques de vacuothérapie. Le but du jeu, c'est, dans cette quatrième dimension, c'est lorsqu'on a un affaissement de parois, lorsqu'on a une cicatrice avec une adhérence, une brûlure avec une adhérence, tout le tissu qui se trouve en dessous n'est plus alimenté, n'est plus nourri, n'est plus irrigué. Et ces outils que l'on peut apporter, ces outils de reconstruction dans la dimension de la profondeur vers la superficie, permet de recréer de l'espace pour les voies veineuses, les voies lymphatiques, les voies somesthésiques. L'équilibre général du corps s'en retrouve vraiment amélioré. Également les voies neurologiques avec une amélioration de la sensibilité profonde, ce qu'on appelle la sensibilité protopathique. Où se situe mon corps dans l'espace? C'est la sensibilité protopathique. Donc, ça permet d'avoir une meilleure richesse au niveau à nouveau de la vascularisation, de l'alimentation et de la nutrition des cellules qui étaient oubliées parce que la zone était complètement effondrée, et d'autre part d'améliorer toute l'évacuation des déchets et des toxines à cet endroit, et de redonner cet endroit à cet endroit qui était complètement entre guillemets effondré une nouvelle existence dans son milieu environnant. Voilà, la cellulite en fait partie aussi, hein, c'est pareil. Hein. La cellulite, c'est une adipocytose avec une hypertrophie de cellules adipocytaires qui fait que on a une peau qui est étirée, on a une peau qui est complètement engorgée et les voies de circulation ne se font plus. D'où les aspects lipidiques qui sont là, qui stagnent, et l'adipocyte qui est une cellule macrophage qui agit ni plus ni moins comme un bob l'éponge, qui va se nourrir du lipide, aspirer le lipide, se nourrir du lipide, et qui peut grossir jusqu'à presque 60 fois son volume initial. Et donc créer des dommages énormes, tant sur les capillaires que sur l'aspect musculaire, neuromusculaire, tissulaire. Et bien évidemment, le fascia se retrouve en dessous, complètement étiré, sans élasticité et sans liaison, sans interconnexion entre les milieux environnants. C'est un no man's land qui est vraiment oublié, et qu'il faut essayer par ces outils essayer de redonner vie à ces espaces-là. Ok, merci. Avec plaisir. D'autres observations? Patricia? Oui. Ça a été la présentation? Qu'est-ce que vous en Très, pensez? très bien. Ils ont été bons? Très, très bien. Merci beaucoup. De rien. Bon. Voilà, donc j'espère que ça vous aura permis peut-être à certains de peut-être mieux comprendre notre schéma, parce que c'est vrai que les formations, quand on fait les formations, des fois on va un peu vite parce que on fait beaucoup de choses en peu de temps. Donc des fois les liaisons ne sont pas toujours évidentes, et c'est assez important de bien comprendre tout ce cheminement-là.